Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Québec Hunter. J'espère que vous allez bien. Marcello, ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très très bien. Là, vous le voyez parce qu'on est maintenant à filmer, je le redis. On est avec Charles Doris. Charles, comment ça va? Ça va très bien, merci. Super. Euh, je suis excité parce que Charles, c'est un guide de chasse que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Il est big, il est super présent, il en fait beaucoup. Puis c'est le fun parce qu'il est généreux de ce qu'il fait. Puis en plus, ça a l'air de fonctionner. Parce que là, au moment où on enregistre ça, on est début septembre. Puis Charles, si j'ai bien vu ces réseaux sociaux, tu as déjà guidé puis tu as déjà eu des belles réussites. Ça se peut-tu? Oui, ben, en réalité, j'ai pas guidé. J'ai fait une chasse personnelle là, du 31 août au 5 septembre. C'était une chasse que j'ai organisée pour moi avec un groupe d'amis. Là. C'était une chasse sans réelles grandes attentes et pression. Puis, parce que j'avais pas chassé depuis. Ben, oui, j'avais chassé l'année passée personnellement, mais je te dirais OK. que sur une échelle de 12 ans, j'ai peut-être chassé seulement 5 fois pour moi personnellement. Là. C'est pas beaucoup, hein? Parce que tu Non. guides tellement que ça prend tout le temps? Oui, puis c'est parce qu'à un moment donné, tu fais des choix. Quand tu guides, tu peux pas nécessairement prendre les bonnes dates pour ta chasse personnelle. Pour faire des images, parce que je suis aussi cinéaste de chasse. Je participe entre autres avec Bête de chasse, TFCP, je suis Oui. collaborateur. Puis je tourne beaucoup des images pour mes divers projets de formation, de l'enseignement, etc. Fait que, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Tu as un bon spot, tu as une bonne date. T'es mieux d'être en arrière de la caméra si t'es pas capable d'avoir un caméraman ou d'avoir un caméraman puis toi tu guides que de juste tirer l'animal. Là. OK. Ouais, je comprends, c'est logique. Euh, si vous allez fouiller sur les profils, que ce soit Facebook ou Instagram de Charles, vous allez être capable de voir qu'il est allé à Harvard University. En fouillant, moi j'ai vu ça, puis j'ai bien gros Quand accroché. même, hein? Quand même. C'est sharp, là. Je veux savoir comment on passe de cette université-là, qui est super prestigieuse dans le monde, à être un guide de chasse comme si reconnu au Québec. Y a-tu un programme de chasse à Harvard que j'ai pas vu? C'est quoi le lien, là? Ben, en réalité, sur quoi tu as été, c'est mon Facebook personnel Charles Doris. Oui, Quand tout le monde commence à s'intéresser aux réseaux sociaux, moi j'ai ouvert mon Facebook en 2008. Puis oui. j'ai ouvert ma page professionnelle en 2012, si ma mémoire est bonne, peut-être début 2013, en tout cas un des deux. Puis moi j'étais un peu un bout en train, puis j'ai une nature assez comique. Je me prends pas nécessairement au sérieux. Je suis jamais allé à l'université de Harvard de ma propre vie. Je suis Ah, jamais on allé à aime ça. l'université, point. J'ai indiqué ça par simple. Tabarouette, excusez-moi. J'ai indiqué ça pour faire le comique, parce qu'en réalité, moi, je suis allé à l'université de la vie, là. Puis il fallait sélectionner quelque chose dans le temps en 2008, puis c'est resté. Puis regarde, Ouais. tu vois, ça accroche. Hein. Vous avez Ouais, ça accroché accroche. là-dessus. Écoute, moi j'ai accroché fort, là. J'ai accroché fort. En tout cas, Simon, ces compétences de chasse, on les remettra pas en question, eux autres, là. Non, de ce côté-là, là, je serais gêné de faire ça. Euh, Charles, comment on devient guide de chasse? Parce que là, tu guides l'orignal, évidemment, puis c'est de ça Oui, qu'on va parler aujourd'hui. Tu guides aussi le chevreuil, puis tu guides aussi l'ours. oui. Est-ce que, tu sais, c'est-tu comme un moment, là, famille pris, là, ah ah, je vais devenir guide de chasse, ou tu sais, ça se fait avec le temps, comment on en vient à Ben, ça, là? je dirais qu'il y a différents parcours. Premièrement, il y a le parcours qui est le plus, je dirais qu'il est peut-être le meilleur. Un jeune qui commence par là, qui s'en va suivre son cours à Bécomo, technique en milieu synergétique et halieutique, les programmes TASH au Cégep. OK? Ça va ouvrir les horizons pour beaucoup de travail dans le domaine, soit de la pourvoirie, réserve faunique, club privé, ISEC, etc. Puis dans ce programme-là, ils vont voir beaucoup d'aspects de guidage, entre autres. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui vont apprendre à guider sur le tas. C'est ce qui est mon cas. OK. Mais pourquoi? Moi, quel a été mon cheminement? C'est pas compliqué. Moi, je suis issu d'un domaine de. J'ai travaillé 21 ans comme charpentier menuisier sur la construction résidentielle. Mais je suis devenu chasseur à l'âge de 16 ans. Je pourrais dire 17 ans, j'ai commencé le gros gibier. Mais c'est parce que c'est l'envie d'en faire toujours plus, avoir un OK. certain talent, puis d'être capable de mettre tout ça ensemble, puis d'avoir un bon taux de réussite. Moi, dans mon cas, ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais
capable de le faire, c'est quand mon taux de réussite était rendu de 100% à titre personnel. Puis ça n'était plus drôle, exemple, pour des amis. Des amis ou de la famille qui venaient à la chasse à l'ornial Ouais. avec moi, exemple. Là, à un moment donné, ça devient gênant qu'à chaque année, tout le monde dépense un certain montant pour un forfait de chasse. Puis le premier matin ou le deuxième matin, c'est toujours la même personne qui abouffe. Je me suis mis tout simplement comme ça à me dire, ben, Ouais. coudonc, je vais amener quelqu'un avec moi. Puis par la bande, depuis 2000, ça, je fais ça depuis 2005, guidé. Tranquillement, j'ai commencé à augmenter mon nombre de vacances au travail pour faire du guidage parce qu'on s'entend que guide de chasse, c'est un métier qui est beaucoup plus passionnant qu'exemple charpentier menuisier. C'est pas la même game pantoute. C'est un beau Ouais. métier, menuisier. C'est le fun, mais on s'entend que c'est quand même pas comme aller à la chasse. Puis aller à la chasse, ben j'avais du talent. Puis tranquillement, de fil en aiguille, j'en faisais de plus en plus. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais un réel talent. Ce qui fait je pense qu'il fait ma grande force, c'est que j'ai une grande capacité d'analyser les choses, souvent dans une dimension que les autres ne le font pas. Puis je vois les détails, puis je suis capable de réaliser des choses que, je dirais, le commun des chasseurs, avec le commun des jours de chasse, le nombre de jours de chasse Ouais. normal dans une année, n'arrivera jamais à faire. Là, c'est un talent naturel de prédateur. Puis après ça, ben là, il y a le travail, la détermination, puis l'apprentissage, parce qu'on apprend tout le temps. Là. Ouais, puis plus tu passes de temps dans le bois, plus tout ce que tu connais, tu le perfectionnes plus, puis ça... Tu sais, comme c'est niaiseux, mais moi, je vais à la chasse à l'orignal une semaine par année. Puis là, ben, depuis 2 3 ans, je prends la fin de semaine du rut à la flèche aussi. Mais tu sais, c'est tout. Puis là, ça s'est adonné que les 4 dernières années, nous autres, ça n'a pas fonctionné. Tu sais, Ouais. mais tu sais, quelqu'un qui passe autant de temps que toi dans le bois, tu sais, ça devient... Tu sais, comme moi, voir un orignal, là, c'est exceptionnel. Là, tu sais. L'année passée, je me suis rendu à la chasse fine, proche d'une femelle, puis j'ai réussi à rester là comme un 5 6 minutes, puis tu sais, je la dérangeais pas jusqu'à temps qu'elle décide de partir. Mais Ouais. pour toi, tu sais, ces temps-ci, encore plus, c'est du quotidien. Là. Ouais, moi, en général, bon an, mal an, depuis environ 12 13 ans, là, j'ai vraiment pesé fort sur le gaz pour l'ornial. Je vais passer 45 jours par année dans les différentes saisons de chasse à l'ornial. Puis là, je parle pas des prospections, analyses de terrain que Ouais, je peux c'est faire, plus que là, parce que là, 45 jours. Là. ouais, ouais, mais je parle de 45 jours en interaction là, de Ouais, situation de chasse, qu'on cherche les ok. bêtes, puis qu'on essaie de les comprendre pour les récolter. Puis ça, c'est la moyenne, là, je dirais. Là. 45 jours. Puis mettons, si tu rajoutes tes prospections de terrain et tout ça, parce que ça, c'est des services que tu offres. Là. Ouf. Oui, prospection de terrain pour la chasse à l'ornial, chevreuil. L'ours, on n'en parle pas, là, c'est un autre, vraiment un autre mode d'opération. Si je cumulais là, chevreuil et orignal, bonhomme allant, j'estime à environ 125-150 jours que je passe sur le terrain. Là. Sur- Si j'ajoute à ça l'ours là, au printemps, c'est minimum ça, 150 jours par année là, que je suis sur les différents terrains. Puis ce qui est le fun en partie de l'orignal, parce que de l'ours, c'est qu'en même temps, c'est des endroits où il y a de l'orignal. Fait que des fois, on voit des subtilités, des détails. Ça me permet d'étudier ou de comprendre l'orignal dans différentes régions, différents types d'habitats qu'on a au Québec, parce que c'est une grosse partie de la chasse, c'est d'être capable de trouver le gibier, mais il y a des réalités qui sont différentes d'une région à l'autre. Puis Ben des fois, oui. même parmi les régions, des réalités qui sont bien différentes. Là. Charles, je vais y aller d'une question, moi, Charles. Une question un peu plus personnelle. Si t'aurais le choix, orignal, chevreuil ou l'ours, il t'en reste une à chasser le reste de ta vie, là. C'est les deux autres, tu leur dis bye-bye. Laquelle tu gardes? Je garde le chevreuil. J'ai Oh! été très longtemps, voire 2 décennies minimum, j'aurais pas été capable de répondre. Aujourd'hui, ce qui m'aide à classer ça, c'est que je suis rendu à 50 ans. Puis un peu comme tout le monde, j'ai accumulé des bobos au courant de ma vie, des genoux, des problèmes de pied. Puis C'est le mode, pesant, l'orignal. ben non, c'est pas que c'est pesant, parce que pour le sortir, on a des équipements, c'est pas un trouble. C'est que j'opère l'orgnal, je chasse surtout en chasse fine. Les terrains sont souvent très montagneux, c'est très Ouais. exigeant pour le corps. Puis si tu veux, à un moment donné, des résultats, il faut que tu trouves la bête. Des fois, c'est une moyenne de 12 km par jour. Des fois, tu le trouves la première journée. Des fois, ça prend 5 jours d'en trouver un Ouais. réceptif ou un candidat respectable. C'est très dur sur le physique.
Tandis que le chevreuil, je vais le prospecter lentement, je vais me préparer d'avance, puis un coup, j'ai trouvé un emplacement propice, je me perche d'un arbre comme un faucon, puis j'ai maîtrisé avec les années une capacité de patience incroyable. Je vais être capable de l'attendre sans brûler mes articulations. Ouais, c'est Sinon, pas mal, ça. si on reculait de 20 ans, ou si tu me donnais la santé physique éternelle, je garderais l'orignal. Mais c'est pas la réalité, donc je vais dire le chevreuil. C'est bon. OK. Ah, c'est bon. C'est bon. OK. Je veux revenir, tu as parlé des différentes réalités, des différentes places au Québec, là. Tu Ouais, peux-tu élaborer un petit peu là-dessus? Tu sais, ouais, bien qu'est-ce que sûr. tu... Parce que tu sais, je comprends que tout le monde sait qu'en Gaspésie, il y en a plein, mais tu sais, c'est pas juste, c'est pas si simple que ça, là. Non, 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 non. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gibier que c'est nécessairement simple et Ouais, facile. Parce que quand tu es en Gaspésie, on s'entend que tu n'as pas un grand territoire à toi-même. Si tu chasses sur les terres publiques, les EC, etc. Donc, ça veut dire que ça se peut que tu n'aies pas plus accès à un mâle durant ta journée de chasse comparativement à quelqu'un qui est en Abitibi où tu divises par 16 quasiment le nombre d'orignaux. Mais lui, le gars, il a 15 km². Il se peut que les deux n'aient pas d'orignal disponible dans leur journée, ou ça se peut qu'un en ait, mais l'autre n'en ait pas. Question de réalité. Mais moi, ce que je remarque surtout au niveau des réalités, puis tu me diras, si tu m'aligneras plus précisément si c'est ça que tu veux faire, je parle au niveau des différents types d'habitats. Des zones OK. forestières, des zones un petit peu plus de... C'est tout forestier, mais qui vont avoir eu beaucoup de coupes forestières, des zones qui vont avoir eu de la plantation, des secteurs de forêt d'épinotes noires comme les Monts-Valin, le nord du lac Saint-Jean, OK. comparativement à des forêts mixtes, des forêts de feuillus en Outaouais. C'est des réalités qui sont très différentes. L'orignal il utilise à peu près tous ces habitats-là. Il y a de l'orignal dans tous ces types de secteurs-là, mais il n'utilise pas nécessairement les couverts avec les mêmes valeurs. Fait que c'est là que tantôt ce que je faisais référence, à titre d'exemple, tu vas à la chasse, j'ai guidé beaucoup, j'ai travaillé beaucoup dans le parc des Laurentides, puis c'est la beauté de la réserve faunique des Laurentides, c'est immense. Puis dans la réserve faunique des Laurentides, tu as des secteurs qui sont majoritairement feuillus, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a peut-être une dizaine. Tu OK. as peut-être la moitié de la réserve, voire le tiers, là, parce que c'est dur à quantifier de façon précise, que c'est des forêts mixtes. Puis tu as des secteurs à forêt de résineux, épinotes noires, sapins. C'est pas la même chasse, mais pas en tout dans les trois réalités. Un exemple bien flagrant, si tu t'en vas dans Ouais. les secteurs d'épinettes noires, où il y a souvent les meilleures densités d'orignaux, ça se chasse dans les bûchers et dans les jeunes forêts de régénération, donc les chemins. Ça se chasse proche d'un chemin, un lorgnal. Si tu cherches à aller loin en forêt mature, ça va te prendre un masque de Gordon en face parce que c'est tellement sale l'épinette noire. Ouais. Puis il n'y a pas de nourriture là-dedans. Donc l'orignal ne se tient pas tellement loin de la nourriture, peu importe où tu chasses. C'est une vache, hein? Il faut que ça mange. Fait que là, tu chasses dans ces réalités-là, tu chasses souvent proche des chemins dans la régénération, ou même carrément dans les bûchers. Mais tu prends ce type de réalité-là, où un chasseur ayant évolué là-dedans, tu le déménages dans un secteur de forêt mixte. Là, il s'assit au bout d'un bûcher, puis il pleure parce qu'il ne comprend pas. Les oignons ne Parce qu'ils sortent pas viennent manger dans un pas. bûcher. Ouais. Ils mangent en forêt mature, ils mangent dans le sous-étage qui est là. C'est vraiment pas la même réalité. Puis les orignaux se concentrent beaucoup moins aux mêmes endroits. Puis en contrepartie, si on parlait du presque 100% feuillu, exemple, la réserve faunique de Papineau-Labelle, en Outaouais, c'est du feuillu, du feuillu, du feuillu. Ça se marche extrêmement bien, c'est assez Ouais. montagneux. Mais l'orignal, il se concentre pas aux mêmes endroits, il mange pas aux mêmes endroits. Puis là-bas, une petite talle de résineux, ben, l'orignal va se concentrer là le jour pour se coucher. C'est ça que je voulais dire, surtout par les différentes réalités. C'est sûr que si on ajoute à ça les pressions de chasse, les densités, là, on augmente, on pourrait élaborer énormément là-dessus. Là. Puis quand tu parles de différents types de forêts, il y a quelque chose que tu fais que je ne sais pas si les gens le sachent. Bon, je vais tomber en bas de ma chaise. Les- tu guides, tu fais de la Oui, reconnaissance de terrain sur le terrain, puis tu fais aussi de oui, l'analyse de cartes, comme à distance, on exact. t'envoie. Moi, je l'ai fait cette année, là. Je t'ai envoyé mon spot à la tuque, puis tu dis les secteurs où les orignaux peuvent se promener ou mettre une saline, plus probable, moins probable, etc. Ça peut être aussi pratique pour quelqu'un là, tu sais, qui est pas nécessairement habitué de lire la forêt ou de. Tu sais, on sait que les zones mixtes ou de transition qu'on va appeler, ça peut être bon quand on est dans des forêts mixtes, etc. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Là. Fait que ça, c'est un Non, service que c'est je ça. trouve intéressant. Là.
L'analyse de cartes, ça permet de raccourcir notre temps de prospection ou de la préciser. Puis c'est grâce à d'innombrables heures sur le terrain qu'on en vient à bien connaître les codes, les densités, les hauteurs des peuplements de forêt. Puis être capable de savoir lesquels peuvent être productifs. Les codes, peuplement, c'est une chose, mais c'est une question de combinaison, d'en avoir plusieurs dans le même coin, qui va faire en sorte que une parcelle ou des parcelles de forêt vont avoir une meilleure capacité de retenue pour les bêtes que d'autres parcelles. Puis lorsque je fais une analyse de cartes, particulièrement, je vous dirais que au moins la moitié de mes clients, c'est des chasseurs en réseau phonique qui rotationnent. Ça veut dire que d'une année à l'autre, ils n'ont pas les mêmes secteurs. Ouais. Puis le rythme, la vie va vite pour tout le monde. La plupart de l'âge des chasseurs actifs, ça travaille, ils ont des enfants, des occupations. Des fois, ils manquent de temps pour aller prospecter ou ils veulent économiser, parce que ça peut paraître niaiseux à dire, mais investir, mettons, 150 $, je donne un prêt en l'air, ça dépend de la superficie de la carte. Pour une analyse de carte, ça peut t'éviter d'avoir à prospecter. Ou si tu n'as pas le temps d'aller prospecter, ou si, encore une fois, tu veux économiser, parce que avec le prix de l'essence, un Montréalais qui monte dans le parc des Laurentides, aller-retour, prospecter 2 jours, ils viennent à manger le prix de son analyse de carte par 3. Puis, je ne dis pas ça pour m'inventer, mais j'ai quand même une très bonne capacité d'analyse, un très bon talent. Je vais arriver avec une prospection beaucoup plus précise sur 4, sans jamais avoir été sur ce terrain-là, plus qu'un chasseur va y aller qui n'a pas les habilités à le reconnaître. Je vais dire où aller, comment le chasser, les parcours de marche, etc. Puis je vais te donner raison, puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est exactement pour ça que j'ai fait affaire avec toi sur mon spot cette année. Tu m'as mis, je sais pas si tu te souviens, peut-être pas, tu as dû en faire plus qu'une. Pas par cœur, non? Petit X où il y avait, où mettre une saline, puis tu as mis les petits pointillés pour les chemins les plus probables. Fait que cette année, moi, j'étais capable de monter juste une fois dans l'été. C'était l'été post-COVID, fait que ma blonde, comme probablement toutes vos blondes, là, nous a booké un été jusque-là, fait que j'avais pas grand fin de semaine de lousse. Il a fallu que je tricote pour avoir ma fin de semaine pour monter dans le bois. Mais bon, je me suis rendu, puis c'est du autre où je sais, il y a une petite rivière qui passe à travers mon secteur où je peux chasser. Fait que où il y a le X, on parque la chaloupe drette là, puis là, c'est sale pendant un classique, là, sur le bord de la rivière, c'est sale pendant peut-être 50 mètres. Là, j'ai réussi à passer à travers de ça. J'arrive sur le petit plateau, puis avant même, je regarde à terre, j'ai 2 pieds dans la marde d'orignal. Je fais comme c'était bon. De la marde. Fait que là, le petit X était un petit peu plus loin, j'étais dedans, là. Fait que j'ai fait peut-être un autre 100 mètres pour monter le petit top pour me rendre où il y avait le X. Puis là, j'ai arrêté, puis je me suis dit, bon, ici, ça peut faire de l'allure pour une saline. J'ai regardé à terre, puis il y avait une trail d'orignal. Tu sais, c'était pas une trail de... Fait que là, j'étais comme... J'ai regardé mon partner, je dis, ça a de l'allure. Fait que, tu sais, on s'est bûché un chemin jusque-là, fait la saline, j'ai mis mon Tristan, puis tu sais, à la flèche, on va faire plus de la chasse fine. Fait que je sais qu'on va passer par là, puis qu'on va monter, puis on va suivre le long de la montagne que tu nous as indiqué. Puis... quand ça va être le temps de la carabine, moi, je vais aller m'installer là, puis on fait moins de marche à la carabine un petit peu, puis plus du... parce que moi aussi, j'ai des mauvais genoux, puis mon partenaire, il n'est pas jeune non plus, là. Fait que moi, je suis capable de faire des 12 km comme toi, 1, 2, 3 journées, mais après ça... ça fait mal. Mais, tu sais, s'il y en a qui s'intéressent, là, client satisfait, ça a pris 100 mètres, puis j'avais 2 pieds dans la marde d'orignal, là, tu sais. Charles, je voulais aller chercher une information. Est-ce que tu offres les analyses de cartes pour chevreuil, orignal et l'ours? L'ours, non, on oublie ça. Okay. Le chevreuil, oui, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire un chasseur qui a un territoire relativement grand, montagneux. Exemple, tu chasses dans Papineau-Labelle, Rouge-Matawan, ou une région qui ressemble à ça, les montagnes des Laurentides, des Hautes-Laurentides, l'Outaouais. Pour ce qui est de toutes les terres privées, les petites terres dans l'Estrie, canton de l'Est, Beauce, c'est pas que ça donne rien, c'est que les codes de carte éco-forestière, ce que je vais réussir à aller chercher comme données, c'est trop petit. En étant trop petit, le chevreuil, c'est une prospection qui se raffine beaucoup. On y va quasiment pied par pied. Fait que un grand secteur de chasse montagneux, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je sais lire les terrains avec les reliefs aussi, selon les essences dans ces réalités-là. Pour ce qui est des endroits plus agricoles, plus périurbains, il faut vraiment aller voir le terrain. Ça serait un peu de berner les gens là, devant une analyse de carte. Là. OK.
Tu disais tantôt là, que ça prenait un talent naturel, tu sais, pour... Clairement, c'est comme dans tout, là. Hein. Il y a juste une couple de joueurs dans la Ligue nationale qui viennent du Québec, là. Ça serait quoi qui te distingue des autres guides de chasse à l'orignal? Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu as un si haut taux de réussite? Hey Simon, je vais y aller. C'est moi qui va commencer à répondre à la question. Ah ouais, Sa ouais. manière d'expliquer les affaires. Moi, ça fait 15 minutes, 20 minutes qu'il est Je parti. sais. J'oublie que je suis dans un podcast. Je suis là à l'écouter. Moi, puis je suis ouais. Ah, Donc, ouais, ça doit être probablement effectivement. sa manière de décrire les affaires. Mais ça, c'est parce qu'il Vas-y, est allé à Charles. Harvard, là. C'est pour ça. Ah, c'est ça, avant, ils nous apprennent à écrire. Pour la formation, on dit de moi, je suis un grand vulgarisateur. Les gens comprennent bien où ce que je veux en venir. Qui me distingue, je pense pas que je me distingue des autres guides. Là. Ça serait faux de ma part de dire que je me distingue. Je pense que je suis un guide parmi les bons guides qui aiment être connus, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas connus, qui sont sûrement meilleurs que moi, plusieurs aussi bons. Moi, c'est parce que j'ai pris le virage. Je voulais en devenir même un pédagogue. Talent naturel fait en sorte que tu vas développer beaucoup plus facilement dans une Ouais. sphère. Ça, c'est moi. J'ai travaillé fort, j'ai appris, j'ai lu, je pose des questions. Je pense que ma grande force, c'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré que j'apprenais, puis j'apprends encore. Puis je me suis jamais arrêté de vouloir apprendre. N'importe quand, n'importe où, je rencontre quelqu'un qui a un discours intéressant, qui me connaisse ou pas, je vais l'écouter, puis je porte attention parce que j'ai appris des petits détails, des fois des chasseurs beaucoup plus jeunes que moi au courant de ma carrière, qui m'ont allumé sur des aspects que moi, j'avais pas vus ou que j'avais mis de côté avec le temps, puis que je voyais que les autres, carrément, ça les amenait dans le succès. Je pense que c'est vraiment ça, l'ouverture d'esprit face à n'importe quoi, puis de tout le temps chercher le petit détail qui va faire en sorte que je vais avoir plus de facilité par la suite. Parce que le but, c'est toujours de récolter ou de trouver la bête le plus rapidement possible. Ouais. Après ça, c'est d'avoir des bonnes combinaisons d'appels, savoir leur parler, etc. Mais pour ce qui est de l'orignal, je suis convaincu que c'est ça. Détermination, un peu, mais je suis pas le plus déterminé. J'en connais des pas mal plus sautés que moi. Moi, c'est vraiment d'être précis, de savoir le plus à quelques pieds près où risque-t-il d'être ou où risque-t-il d'être au pluriel les bêtes lorsque je vais arriver. Puis, en étant ouvert, j'arrête pas, j'arrête pas de fouiller. Je m'assois pas sur une information ou sur un niveau de connaissance. Ce qui a fait en sorte, parce qu'en particulier dans les dernières 10 ans, on dirait que la chasse à l'orignal s'est modifiée beaucoup suite à l'avenue des appôts électroniques depuis 2008. Les nouveaux Ouais. chasseurs vont beaucoup plus en forêt qu'avant. Les bêtes sont un petit peu plus sollicitées, donc sont moins réactifs. Il y a un paquet de facteurs qu'on pourrait élaborer entourant ces deux volets-là. Mais si en tant que chasseur ou guide, tu plafonnes, mais tu ne cherches pas à continuer à t'améliorer, puis il y a Ouais. Qu'est-ce des qui petits fonctionne plus, changements. là? Ben moi, c'est ça ma force. Je continue tout le temps. Puis, tu sais, mon père disait toujours, puis il disait encore, à chaque fois que tu en as réussi un, le prochain aussi, il faut que tu le réussisses. C'est du cas par cas, la chasse à l'orignal. Quand une saison est finie, l'année d'après, il n'aura pas de facile. Il faut que tu travailles pour en avoir un autre. Ça revient jamais relativement facilement. Donc, moi, ça m'amène à continuellement me poser des questions, puis à creuser, puis à poser des questions à des gens, puis à collaborer. Je collabore beaucoup avec Jason Tremblay-Morneau, Dan Lavoie. C'est Ouais. les deux guides du Québec. Je dirais qu'on se ressemble énormément. La différence, c'est que Jason, il est quasiment 20 ans plus jeune que moi, donc lui, c'est 20 à 22 km par jour. Mais Ah, Seigneur. ça, Ouais. ça nous permet ça me permet à moi, puis j'en suis tellement reconnaissant, de continuer d'avancer, puis de parfaire des fois ou préciser des observations. Là. OK. T'as mentionné qu'il y avait une différence depuis 10 ans puis tout ça, là. Qu'est-ce que tu remarques là, de. Hey, ouais, je te vais prendre une gorgée, là. On est tard dans l'émission. Ouais. Pour tous ceux qui nous écoutent juste audio, c'est le moment que vous attendiez. Qu'est-ce qu'on voit, Simon? Euh... ouais, Charles, t'as pas écouté le podcast, hein? T'avais pas... Non, C'est pas ça. encore. Là, je vais vous le présenter pour ceux qui le voient, là. C'est la Farnham numéro 12. C'est une bière blanche German, là. Elle est écœurante. C'est comme... c'est super doux, elle est super bonne. Fait que santé tout le monde, santé Charles, Marcello, merci Santé. d'être là. Santé. Charles, je vais y aller d'une question justement parce que tu as failli m'abrûler dans ta dernière explication. Je m'étais marqué la modernisation du call. Si tu avais vraiment à nous Ouais. conseiller là-dessus.
Parce qu'on s'entend, bon, c'est pas un secret, il y a beaucoup de nouvelles relèves avec la nouvelle école qui utilise le caller électronique. Qu'est-ce que toi, tu nous conseilles personnellement là-dedans, là? Mais premièrement, qu'un chasseur utilise ou pas un call électronique, il y a moyen d'avoir du succès avec sa voix ou avec un appôt électronique. La chose la plus importante à savoir, c'est pas de faire des sons, c'est de reconnaître les sons. Qu'est-ce que les orneaux me disent quand j'en donne des cours de call, c'est ce que j'explique aux gens. C'est beaucoup plus important de savoir qu'est-ce qu'ils me disent, si j'ai des réponses, pour être capable d'amener la communication jusqu'au point de récolte. Parce que faire des sons, faire des calls, c'est relativement simple, surtout si on utilise un appôt électronique. Mais il faut savoir les faire avec quel volume, il faut savoir les faire dans quels endroits, à quel rythme, la quantité qu'on va faire, à travers des périodes de chasse aussi, parce que le langage d'orignal reste le même tout au long de la journée, mais il n'y aura pas de femelle en chaleur qui va se lamenter un 5 juillet. Puis il n'y aura pas de Ouais. femelle en chaleur qui va se lamenter un 5 octobre s'il n'y en a pas dans le secteur. Fait que c'est de comprendre tout l'ensemble de tout ça, du moins les bases, pour mieux envoyer des appels, puis comprendre ce qu'on fait, parce que faut que tu saches aussi ce que tu envoies comme message. Il y a beaucoup de chasseurs qui ont des très bons sons d'appel, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils émettent un son de femelle accompagné d'un mâle, mais ils émettent juste la femelle. C'est correct, ça arrive souvent, en nature, qu'on entend juste la femelle. Par contre, ça vient donner l'information aux orignaux dans le secteur qu'il y a une femelle et un mâle. Mais si tu as affaire dans ton coin proche de toi, à disons 400 pieds de toi, il y a un boc de 2 ans et demi qui est rendu à 4e volée qui mange depuis 10 jours. Lui, aussitôt qu'il entend qu'il y a présence de mâle, il répond pas. Il vient pas. Ou s'il vient, il va chercher le vent pour valider qui est là. Ça, c'est la dynamique de l'appel, les échanges, les bruits, les sons sociaux, etc. Il y en a beaucoup à savoir là-dessus. Puis l'outil qui est un appôt électronique, qui fait partie de la modernisation, je vous dirais que ça a joué un grand rôle d'éducation auprès des orignaux. Ça a brûlé beaucoup la magie de l'appel. Parce que c'est pas la faute de l'appareil, de l'accessoire, c'est l'utilisateur qui exagère. Malheureusement, un chasseur moyen, il va chasser, tu l'as dit tantôt, Simon, 7 jours, mettons. Ouais. Puis 7 jours, avec ton rythme d'être humain, tu arrives, tu es excité, tu as hâte. Puis au bout de 2 jours, s'il fait chaud déjà, le chasseur perd un petit peu sa motivation ou ses croyances. Il a l'impression qu'il n'y aura pas de shot. Il se décourage. Il commence sa semaine avec un volume relativement bas. Plus ça va, plus il monte. Puis à la fin, il est arrangé comme s'il voulait caster plus loin sur un lac à truite. Il a craqué le volume au bout. Mais souvent, les messages. De hurler dans le bois, ouais. C'est carrément contraire à ce que la nature produit. Ouais. C'est de l'impatience. Puis l'orignal, lui, il entend ça. À un moment donné, ça a une mémoire auditive, un orignal. Il ne faut pas l'ignorer. C'est comme un cheval ou un chien. Ils sont rendus, on est à peu près certains, qui reconnaissent le ton, le son de certains types d'appôts électroniques, pour ne pas les nommer, avec des sons d'orignaux enregistrés. Pourquoi? Parce que dans un domaine vital d'un orignal du Nord, Sarre-Nord du Saint-Laurent, 30 à 50 km², des clowns, ils n'entendent, je m'inclus, là, c'est pour colorer mes énoncés, mais s'il est rendu, exemple, un boc rendu à 5 ans et demi au nord du lac Saint-Jean, ben ça fait 5 ans qu'il entend des calls électroniques, plus des chasseurs normaux, qui callent beaucoup trop fort. Ce que ça fait à long terme. C'est le côté négatif des appôts électroniques. Je me répète, je juge ni les utilisateurs, ni l'appareil. Par contre, ce que moi j'enseigne, c'est de connaître. Parce qu'un appôt électronique avec des sons naturels enregistrés, c'est dur à battre. Mais il faut que ça soit utilisé d'une façon logique. Fait que c'est plus important qu'est-ce qu'on dit que comment on le dit. Exactement. OK. Puis là, tu dis, c'est ça que tu enseignes. Exact. Quand je donne des cours de call. Tu donnes des cours, là. Oui, je donne des cours de call, des cours en privé ou de petits groupes chez moi là, depuis plusieurs années. Parce qu'un exemple, un cours de call, tu peux donner ça à 2, 3, 4, 5, 6 personnes, tout un maximum. Parce que là, je fais pratiquer les gens, je leur montre comment placer la langue, la contraction des cordes vocales, etc. Je leur montre les sons, comment les faire. Il faut gémir, il faut avoir un bruit d'un animal. Tu peux, en salle, durant des formations, tu peux faire une démonstration, mais s'il y a 30, 35 personnes, on n'a pas le temps, les formateurs, puis ils sont tous pareils, de faire coller les gens. On va leur dire qu'est-ce que veulent dire les messages, ça va les aider aussi.
C'est pas une grosse comparaison avec un cours de call en privé, là. Non, Charles, je suis curieux, moi, Charles, personnellement, utilises-tu un cornet juste à main comme une majorité ou le call électronique? Qu'est-ce que tu aimes bien préconiser? Ben, j'ai pas de call électronique, j'en veux pas. C'est un autre accessoire que je peux me priver. Mais j'ai une très bonne voix, je call super bien. Pas pareil comme un orignal, mais je suis capable de faire à toutes mes chasses. J'utilise plus de cornet depuis environ 2018. À l'occasion, si moi, ils vendent fort. Sinon, je n'utilise pas. Deux raisons. La première, c'est que je colle à beaucoup moins fort volume qu'avant. Parce qu'à fort volume, les oiseaux ne répondent pas. Et même qu'ils nous identifient, nous entendent passer sur une parcelle de forêt. Puis ça leur permet de savoir où on est, ils nous évitent. C'est ça, on est différents guides de l'avoir observé pendant plusieurs saisons, c'est évident. Il ne faut pas coller fort. Puis c'est un autre problème, c'est que c'est un cossin qu'on traîne plus dans nos mains. Là. Je veux dire, cossin, c'est pas bon. Là. Quand on guide, c'est pas pire. Moi, je me promène, je traîne une palette. Mon petit sac à dos, bâton, une bouteille d'eau. Quand tu chasses, peu importe l'arme, tu as une arme qui t'encombre. Tu peux avoir une palette parce qu'une grande majorité de chasseurs utilisent une palette. Puis là, en plus, un cornet. Tandis qu'avec ma voix, je vais pitcher des sons de façon instinctive tout le temps. Par contre, puis là, c'est parce que j'en donne des cours, puis je vois, j'analyse beaucoup de différents callers chaque année. Il y a un pourcentage X de chasseurs qui ne sont pas capables pantoute d'avoir du volume sans cornet. Puis un cornet, ce n'est qu'un amplificateur audio. C'est pas le cornet qui fait le son. Le son du cornet va peut-être des fois moduler ou améliorer les tonalités basses. Mais si une personne a une bonne voix relativement normale, dans une démarche de chasse fine, n'a pas besoin de cornet selon moi. Une personne qui est vraiment pas capable de me sortir du volume, lui, je vais lui recommander l'utilisation d'un cornet. OK. Hey, ça m'intéresse, les cours de call, là. Ouais. On s'en reparle. Ben oui, ça me fait plaisir. Petite parenthèse là-dessus. Ouais. Avec l'arrivée de la COVID, il y a 2 ans, j'ai été obligé de me virer de bord rapidement à faire des formations en ligne, en Zoom, etc. Puis j'ai même donné des cours de call, j'en donne pas des centaines, là, mais par Zoom, parce que j'ai des gens des fois de la Gaspésie ou du Lac-Saint-Jean, de Abitibi, que ça les intéresse. Puis c'est étonnant comment c'est intéressant parce que, la personne va économiser. Moi, quand les gens viennent chez moi, ben ils se déplacent, ils mobilisent ma plage horaire pendant X temps. Ça leur coûte leur déplacement. J'en ai eu la semaine, 2 semaines, un groupe de Gatineau qui sont venus. C'est 3 heures de route qu'ils ont fait, aller-retour. Ils viennent de dépenser en temps et en gaz. J'en fais à l'occasion par Zoom. Puis c'est quand même assez efficace. Les gens sont satisfaits. Je l'offre en tête à tête ou en tête à 2, tête à 3. Mais puis avec Zoom, avec un micro, c'est quand même bien. Je vous dirais que c'est pas parfait comparativement en personne, mais ça fait la job. Oh, absolument. Okay. Super intéressant. Ça se peut-tu que tu aies un livre aussi? Qu'on n'a pas parlé? Oui, j'ai un livre. Oui, en réalité. Ouais. Ben, je n'ai plus que 4 même. J'ai écrit mon premier livre sur le chevreuil en 2013, le chevreuil. La couverture était verte. Ensuite, j'ai écrit en 2016 Comment chasser l'orignal, une couverture qui est orange. Puis, j'aurais dû en amener un sur ton côté. Moi, je vous le montrerai tantôt. Ensuite de ça, j'ai écrit le livre à Jason Tremblay-Morneau en 2019, si ma mémoire est bonne. Là. J'ai écrit, dans le fond, j'ai recueilli ses propos, puis c'est moi qui écrivais sa façon. Je ne me suis jamais laissé imprégner, là. Je me suis jamais mêlé d'aucune façon de s'exprimer. Je l'ai juste transmis. Puis j'ai réécrit mon livre Chevreuil, je trouvais qu'il était dû l'année passée. J'ai lancé un nouveau qui s'appelle Chasseur de chevreuil. Mais avant ça, j'avais écrit aussi, entre tout ça, 2 livres de récits de chasse. J'écrivais mes histoires, ce que j'avais vécu. J'avais appelé ça même des récits techniques. J'ajoutais des notions techniques. Mais les récits, malheureusement, dans le domaine de l'écriture aujourd'hui, les gens ne sont plus des grands lecteurs. Les gens sont des consommateurs, exemple de ce qu'on fait ce soir, des tutoriels, des vidéos. Puis, les gens ne lisent pas beaucoup. D'avance, le public chasseur n'est pas un public de lecteurs. Fait que là, tu sais, c'est un peu comme tantôt, tu me disais, Simon, j'ai dû écouter mes podcasts. Je t'ai répondu à tout non, parce qu'il y a des affaires, je fais une mission d'écouter régulièrement, me tenir au courant de l'actualité. On a tellement de possibilités,
Malheureusement, moi j'aime l'écriture, mais le domaine du livre de récit, raconter mes histoires, c'est quelque chose qui est très difficile à rentabiliser. Fait que j'ai arrêté ce type d'écriture-là. OK. Ben, Ben, ça sera c'est pour d'ailleurs noter. comme ça que j'ai entendu toi la première fois, Charles, sur les réseaux sociaux, m'a amené Charles Doris. Charles Doris, ça me parle. Puis mon père a ton premier livre, en fait, de chasse Ah au ouais? chevreuil. Le Puis à un moment donné, chevreuil. Charles Doris, il me semble où j'ai vu ça. Puis à un moment donné, ben, en allumant chez mon père, livre de chasse au chevreuil, lui, justement, il y avait ton livre. Fait que, avant même de te connaître sur le web, peu importe, j'avais lu ton livre. Moi, j'ai le tien, c'est Là, la chasse à l'orignal que j'ai reçu à Noël après 2 années sans avoir tué. C'était comme une petite pine qu'on me lançait. ah, un message. Bon, je dirais pas crosseur, mais. Fait que je l'ai lu. Écoute, je l'ai lu. OK. On a parlé en large, là. Tu sais, je l'avais dit qu'au début, on s'est briefé, qu'est-ce qu'on se dirait, puis tout, là. On va tomber dans des questions un petit peu plus pointues, là. Je suis curieux de savoir comment tu gères tes odeurs à la chasse à l'orignal. Parce que là, tu sais, il y a un million de trucs, là. Mais je me Voleur, disais, Simon, quelqu'un. je l'avais, moi, avec. C'est vrai? Ouais. Voleur. Je serais curieux de savoir le truc du gars qui Vous allez passe me trouver 45 jours dans plate parce l'orignal que par année. j'élaborerai pas longtemps là-dessus. Je ne gère Non? aucunement mes odeurs. C'est pas compliqué. OK? Il n'y a rien à faire. Ce qu'il faut savoir, là, OK? Dans la vie, il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on croit savoir. Croire n'est pas savoir. Moi, quand je m'exprime par rapport à ça, c'est ce à quoi je crois. OK. Et ce que je fais, c'est parce que j'y crois. Si vous analysez mon succès des dernières années, qui est en croissance constante, relativement stable, avec ce que je fais, normalement, ça devrait être bon. Je ne prends aucune mesure pour l'odeur humaine ou l'odeur corporelle. Parce que, tantôt on l'a mentionné, je suis aussi un maniaque de chevreuil. Puis le chevreuil, je vous dirais que ça marche bien plus à l'odeur que l'orignal. C'est encore plus technique ou délicat. Je me suis aperçu que tu as beau faire ce que tu veux. Si tu n'as pas le vent, tu vas te faire sentir. Puis la pire de notre OK. odeur, c'est notre haleine. Nos spores, nos vapeurs ou notre humidité, les odeurs qui se dégagent de notre bouche lorsqu'on parle, qu'on expire, c'est microscopique, c'est chaud et ça flotte dans l'air. Ça, c'est notre haleine, ça nous tue. Puis ça, le chevreuil, comme l'orignal, va le capter comme ça. Ils ont un nez, je ne sais pas comment, de centaines de fois plus puissant que le nôtre. Ils sont capables de détecter, selon les scientifiques, plus de 27 odeurs différentes à la fois. Donc, je fais rien d'autre que prendre considération du vent régulièrement. Puis lorsque j'arrive proche d'un endroit où je pense qu'il y a des bêtes, parce que mon analyse me l'a démontré, où j'ai trouvé des signes, là, je m'assure de me placer, de contourner à bon vent, et où, s'il y a un contact, si j'entends un ou des bêtes, je vais m'assurer de driver la chasse avec le vent pour moi. Si je les entends qui s'éloignent, je vais m'en aller vers eux avec le vent de façon à ce qu'ils ne puissent pas me sentir. Puis tantôt, tu te souviens quand je t'ai parlé de connaissance du langage, Ouais. c'est de là que ça devient tellement important parce que le message que te renvoie un mâle, les sons qu'il va faire, que ce soit avec son panache, qui veulent dire certaines connotations ou vocalement, vont te démontrer s'il va te contourner pour aller chercher le vent ou non. Puis s'il dit qu'il va y aller chercher le vent, il va y aller chercher le vent. Donc, tu vas sentir l'être humain. Il n'y a rien à faire pour neutraliser l'odeur humaine à 100% par la simple raison que nous sommes un être humain. Et nous respirons. Puis tant qu'on va respirer, je ne crois pas que ça peut se contrôler. Ceci étant dit, il y a d'autres écoles de pensée. Celle-là, c'est la Ouais. mienne. OK. Ben, moi, je suis vraiment content, Charles, que tu amènes ça. Parce qu'écoute, un peu comme toi, un peu comme n'importe qui, je reste à l'affût, je regarde un peu ce que le monde, des fois, préconise, peu importe. Écoute, puis là, c'est rendu, des fois, même moi, je trouve que c'en est d'un ridicule. Là, c'est rendu qu'il faut nettoyer notre linge avec un certain produit, le mettre dans la sécheuse avec un certain produit, les mettre dans des bacs avec un autre certain produit, s'acheter un kit de les Ozonix pour détruire les odeurs. Puis à un moment donné, je me dis, écoute, on commence-tu, mais à se perdre, puis à se perdre, puis à se perdre dans tout ça, tu sais, tu comprends-tu? Il y a des points que je connais. Mettons, personnellement, je vais être fumeur. Quand je vais aller au chevreuil, ben, écoute, mes cigarettes vont rester chez nous dans le camion ou pas à l'accès de mes doigts.
Je Ah voulais ouais? m'aider. Mais Es-tu des sûr? fois, à un moment donné, là, les idéals de toujours, là, les minimes, petits, faut même plus, on préconise de même plus amener du café. T'as vu, il faut que tu t'amènes. Écoute, c'est plus de la chasse, c'est un camp de concentration. Puis des fois, je me dis, le but de ça, Exact. au-delà, oui, on se doit d'avoir un devoir de performance. Mais à un moment donné, il faut aussi s'amuser là-dedans. Là, c'est rendu d'être tellement performant en 2022. Il est où le plaisir, là? C'est rendu un camp de concentration. Ouais. Tout ce que je te lève mon chapeau, parce que je me dis, bon, moi, ma petite voix, des fois, dans ma tête, qui est peut-être pas la meilleure pour le gros gibier, ben, je me dis, écoute, Charles Doris arrive un petit peu sur la même optique, fait que je suis vraiment content. Mais juste faire une parenthèse, tu as mentionné l'état d'être fumeur. L'orignal, là, qui est sur une montagne, puis il pogne une whiff ou deux d'odeur de boucan de cigarette, il n'en fera pas de cas. Lui, il sait pas c'est quoi, là. Puis si c'est parce qu'il est vraiment proche de toi, disons qu'il est à 200 pieds de toi, s'il pogne une odeur de ta cigarette, il pogne ton odeur aussi. Moi, mon frère est un grand fumeur, c'est niaiseux à dire. Là, je fais une parenthèse avec le chevreuil en Alberta, mais il se limitait à porter ses cigarettes. Mais aussitôt que ça faisait 2h30 qu'il était à un stand, il avait hâte d'aller au pick-up. Pourquoi? Pour Ouais. fumer. Finalement, à un moment donné, je l'ai convaincu. Je dis, reste dans le stand, mais amène tes cigarettes. Tu vas en voir pareil des chevreuils, tu vas en récolter pareil. Puis ça va bien au-delà de ça. Le problème, c'est que c'est nous qui sentons. Puis Ouais. t'es mieux d'avoir tes cigarettes sur toi, puis de passer plus de temps en forêt. Puis quand les bonnes situations vont se présenter, tu vas déjà être là et tu vas récolter plus souvent parce que justement, c'est un loisir, la chasse. Puis les gens se mettent trop de pression à vouloir être parfait. Mais c'est beaucoup plus simple que ça, la chasse. Ça se passe entre les deux oreilles, dans le bois. Trouve la bête, trouve le gibier, apprends à y parler, puis tu vas réussir. Faut que ça reste le fun. Ben oui. Tu t'en vas pas, justement, comme Marchelot le disait, en camp de concentration, tu t'en vas en vacances. Un fumeur, je sais quoi, je l'ai été longtemps un fumeur. Un fumeur, en vacances, ça fume plus. Là, tu t'en vas te stresser. Ouais, finalement, c'est une torture, cette journée de chasse-là. Avec nous C'est autres, plus là, que. des fois, Vas-y, Charles. on fait des tournages de chasse à l'orignal, on a un guide. Moi, je joue le rôle du guide, un caméraman, puis des fois, il y a deux personnes en arrière. Il y a un tireur plus son chum, ils veulent voir ça. On est Ça quatre. fait de l'odeur. Hey, penses-tu que tu peux contrôler ça? Il y a des écoles de pensée voulant que si tu te vaporises avec certains produits qui détruisent l'odeur humaine, etc., ça va limiter. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, oui. Moi, personnellement, je n'investis pas là-dedans, par contre. Tu vois, moi, oui. Moi, je me mets de l'anti-odeur, puis mon linge est nettoyé, puis je vire pas fou, là. Mais tu sais, je rentre pas mon linge, mettons, dans le camp, là-dessus, qu'on a un petit camp. Quand on fait à manger, Ouais. là, mon manteau et mes affaires restent dehors. Mais tu sais, je vire pas fou non plus, là. Ouais. Je vais revenir sur un principe que tu as parlé tantôt, ce qui est probablement naturel pour toi qui chasses depuis tout le temps, mais tu sais, quand tu dis être à bon vent, ça veut dire quoi, puis comment on fait pour être à bon vent? Parce que je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec ce principe de chasse-là. Pour ce qui est de l'orignal, être à bon vent, il ne faut jamais qu'ils vendent vers l'orignal. Souvent, Ok, les ça, gens, c'est vrai. souvent, les gens, ils se mélangent, eux autres, ils pensent qu'il faut qu'ils marchent vent dans la face, tu sais, exemple. Mais ça n'existe pas, là. Parce que, premièrement, en forêt, particulièrement en milieu montagneux, les vents tourbillonnent tourne. régulièrement. Ouais, ouais. Fait que tu peux pas être toujours vent dans la face, ça c'est impossible. Faut que quand tu arrives en forêt, ok, première des choses, moi, tout le monde a ça, une petite bouteille avec la poudre qui sort aujourd'hui, là, tous les chasseurs ou Ouais. presque ont ça dans les poches. Moi, environ à toutes les 10-15 minutes maximum, je vais la sortir de mes poches, ça devient instinctif, périodique, je vais regarder le vent. Je vais avoir une idée constante de quoi a l'air le vent, les déplacements. Puis plus ils sont lents, pire c'est, plus c'est facile de se faire sentir. Je m'en vais, exemple, vers une parcelle qui est par là-bas, parce que je pense là-bas, il peut y avoir des oignaux. Quand je vais arriver à environ 1000 pieds de mon point que je considère le plus chaud, le plus dangereux pour qu'il y ait des bêtes, là, je vais m'assurer d'avoir le vent pour moi. C'est-à-dire, si ma parcelle est là, puis ils vendent par là, mais je vais faire une boucle pour y arriver. Ça, c'est être à bon vent. Si, ensuite de ça, je progresse dans cette fameuse parcelle-là, j'émets des appels, j'entends une bête qui répond, je vais immédiatement regarder la direction du vent. Parce qu'il y a des fortes chances qui se dirige à aller chercher le vent, indépendamment des appels que j'utilise, le message que j'envoie, je peux l'inciter à aller chercher le vent ou non à aller le chercher. Si je pense qu'il va aller chercher le vent, ben, je vais m'arranger pour marcher d'une façon à le contrer pour qu'à un moment donné, en voulant aller chercher le vent, on n'ait pas le choix de se croiser. Tu vas tomber dessus, là. Ok. Il va tomber sur moi ou je vais tomber dessus ou les deux. Ensuite de ça, si on chasse dans une position statique, c'est-à-dire à l'affût, à l'orignal,
Il faut essayer de comprendre le pattern du vent dans le secteur où on est. Donc, si tu es dans une vallée de montagne, bien, tes vents risquent de tourbillonner là-dedans, dans la vallée. C'est très délicat chasser une vallée de montagne. Le matin, le soir, durant les points de rosée, tu vas te faire sentir souvent. Là, c'est peut-être mieux dans ce temps-là de se positionner sur un plateau, d'accepter d'être un petit peu moins à l'emplacement qu'on considère le plus haut, mais qu'il y a un échappatoire pour mon odeur. Parce que si mon odeur, elle tourne, elle frappe la paroi, elle revient, j'imbibe tout un secteur, bien, l'orignal qui va rentrer là-dedans, ben lui, il remarque la présence humaine, il va de bord. Ensuite de ça, c'est une question de connaissance aussi de l'habitat dans lequel le chasseur évolue. Un autre chasseur à l'affût qui évolue, exemple, dans une vieille cour forestière en régénération, puis il a remarqué depuis les années, en général, les orignaux arrivent de cette direction-là vers lui. Ben aujourd'hui, ils vendent par là, c'est peut-être pas l'idéal. Ouais. C'est de l'analyse circonstancielle. C'est ça, chasser à bon vent, puis c'est la même chose au chevreuil. Il n'y a pas de différence là-dessus. Là. On peut pas contrôler le vent. Des fois, on entend cette expression-là. Il faut que tu contrôles ton vent. C'est pas facile, ça. J'ai déjà essayé, puis ça prend une grosse toile pour contrôler ton vent. OK. Je suis curieux de savoir, tu guides 45 jours par année à l'orignal. Oui. C'est combien de groupes de chasseurs annuellement, ça? C'est-tu 5 jours par groupe? C'est-tu 2 jours par groupe? Comment ça fonctionne, mettons? En moyenne, c'est 5 à 6 jours ce que je fais. Moi, je ne vois pas sur la rive sud du Saint-Laurent. C'est-à-dire, je ne vois pas dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Moi, je suis tout le temps sur la rive nord. On a les plus basses densités. Des fois, c'est même des très basses densités. Fait que je prends rien en bas de 5 jours parce que c'est une moyenne peut-être de 4 jours à avoir une interaction concluante avec un orignal dans mon cas. Il y a des fois, ça se fait dans la première journée, mais d'autres fois, ça prend 6 jours. Donc, je m'assure d'avoir une fenêtre intéressante. C'est du 5 à 6 jours. Je vais faire 6 groupes par saison. C'est pas mal tout le temps 6. OK. Quand même. Ouais. Puis ton taux de succès, ça se dit-tu, ça? Exemple, l'année passée, j'ai fait 100%. C'est pas gênant. J'ai fait abattre quand l'année passée, je pense que c'est 5 ou 6 bocs. Faudrait que je check le 6 bocs. En général, je me situe dans le 80-85%. Là, ça ressemble à ça. Là. C'est gros. C'est quoi les secteurs que tu vas exploiter cet automne? Moi, je suis curieux de même. Cette année, là, tu vois, j'ai fait ma chasse personnelle dans la réserve faunique des Laurentides, un secteur un taux de réussite de 40%. Ensuite de ça, là, je rentre dans la réserve faunique Mastigouche vendredi. Un bon secteur. C'est un secteur qui était peut-être 60%. Ensuite de ça, je vais revenir dans Laurentide du 15 au 20. Après ça, je m'en vais sur la Pauvoirie de la Sorbière pour 2 bêtes. Je reviens, puis je m'en vais faire la dernière période de chasse dans la réserve faunique de Mastigouche. OK. Quand même, ouais. Tant qu'à être dans les chiffres, là, une question pour vous, messieurs. Combien vous pensez qu'il se vend de permis de chasse à l'orignal annuellement? Ah, c'est énorme, mais... Il m'a laissé M. Doris ouvrir la trail. Là. Je vais y aller après lui. Moi, je ne connais pas les chiffres exacts des 2-3 dernières années pour ne pas les avoir vérifiés, mais ça s'est déjà situé autour des 176 000. Tabarouette. T'as peu, Simon, laisse-moi. Moi, j'y allais avec 120 000. Je m'avais dit 100 000 ben rond. Là. Je vois que Charles vise avec 100. Je sais pas, moi, il y allait avec 120. Les dernières stats qui sont disponibles sur le site, là, c'est 180 000 permis qui se sont vendus. Puis, combien de bêtes ont été abattues, mettons, la dernière année de stats, là, à grandeur du Québec? Ouais, là, parce qu'il faut se dire qu'il y a des zones à 2 puis des zones à 4, là. Fait que c'est c'est pas ça qu'il faut que tu regardes, Marcello. C'est des années permissives que tu as de récolter femelles et des années non permissives qui influencent beaucoup. Puis c'est tout le temps 2 permis pour une bête, où il y a certaines disaient que ça doit être 3 permis, mais ça n'influencera pas le nombre de bêtes totales récoltées, ça. Ça va être autour de 24-26 000 l'année passée, je dirais. Plutôt March? Hey, là, pour vrai, je suis facile. Je marche en arrière de Charles, puis moi, avec, je dis un chiffre, là, je l'ai d'où. Moi, je vais y aller avec 30 000. Écoute, c'est notre guide Charles qui s'accroche, c'est 25. 25 000. C'est quand même, hein? C'est beaucoup. C'est trop. C'est trop? Oui, on en récolte trop depuis une couple de saisons. Là,
On le voit surtout au niveau des ratios mâle-femelle dans bien des zones. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a la tique d'hiver qui fait un ravage au Québec, qui en récolte beaucoup. Puis là, ce qu'on dénonce, c'est les oignons rapportés et récoltés légalement par la chasse. On n'a pas la chasse, les chasses autochtones, qui sont des chasses, voyons pas ancestraux, comment ils appellent ça, des chasses, en tout cas, peu importe, eux autres, ils ont des droits de chasse différents des nôtres, mais il n'y a pas de registre pour leurs bêtes. Donc, on les a pas dans l'équation. Puis, il y a la tique qui tue beaucoup, beaucoup de veaux. Les pourcentages peuvent être assez impressionnants. Donc, moi je suis d'avis, là, je ne suis pas biologiste ni gestionnaire de la faune. Là. Moi, je suis d'avis, puis d'autres partagent mon avis dans mes chums de guide, qu'on en tue un peu trop. Il faudrait slacker la valve un peu. Là. Est-ce que vous voyez moins d'orignaux dans le bois? Oui. C'est-tu Oui, simplement? oui. Ah oui? OK. Oh, oui, c'est flagrant. Là. Puis d'avance, il y a aussi les différentes CEPAC. Il y a eu disons, des gestions qu'on pourrait se questionner un petit peu. Beaucoup trop de prélèvements au détriment de la qualité de chasse. Ça, on est dans l'opinion, là, je voudrais le dire. Là. Mais parce que dans ces fameuses CEPAC-là aussi, il y a la tique. Puis, veut pas, à un moment donné, si on prélève un peu trop d'orignaux en pourcentage, nous, les êtres humains, parce que ça, c'est tout élaboré en fonction de ce que le cheptel peut reproduire. Ouais. Mais là, on a des parties de l'équation qu'on ne contrôle pas. La chasse autochtone et les fameuses tiques. Donc, je ne veux pas dire qu'il faudrait contrôler les autochtones, là. Je ne voudrais pas me faire d'ennemis ici. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de statistiques en ce sens. Fait que pour gérer bien. Puis on le voit dans les différents endroits qu'on va. Moi, j'ai la chance d'aller dans différents endroits au Québec, surtout sur la Rive-Nord. Ouais. Ça baisse là, beaucoup. Là. C'est significatif. Là. Puis est-ce que tu penses que la prédation, mettons, par les loups et les ours ont un rôle à jouer? Ou... Ils ont un rôle à jouer, cependant, ça a toujours été là, ça a sa place. Je pense pas qu'il y ait eu de problème de prédation. C'est des cycles, plus il y a de gibier, plus il y a de prédation. Moins il y a de gibier, moins il y a de prédation. Ouais. Je pense que l'équilibre, d'une façon relativement naturelle. Le vrai problème, c'est la tique. Okay. Le plus gros du problème. Là. Il n'est pas contrôlable, lui. Ouais, non, c'est dur à gérer, ça, là. Puis, moi, je l'avais dans mes questions, justement, te demander ton avis sur le plan de gestion. Fait que pour me permettre de résumer un peu ta réponse là-dessus, ça serait un petit peu trop agressive de par nos ministères, finalement. Oui. Puis tu penses quoi de... Je ralentirais un peu la récolte dans la plupart des zones, mais j'ai pas un pouls précis là, du cheptel dans toutes les zones. Où ce que je vais, ce que je vois, ça devrait ralentir un peu. Le prélèvement pourrait ralentir d'un bon pourcentage, peut-être un 5% de moins de prélèvement. Puis avoir des meilleurs ratios aussi. C'est pas évident, par exemple, parce que nous aussi au Québec, on est des chasseurs d'orignal dans l'Inde. C'est quasiment une religion. Puis là, d'aller dire, exemple, à une certaine catégorie de chasseurs, ben vous autres, vous allez arrêter d'y aller ou vous allez avoir le droit d'en chasser un juste aux 2 ans. C'est pas évident. Je voudrais pas être dans leur peau parce que c'est pas facile de gérer ce gros domaine-là. Là. Puis tu penses quoi de la réglementation des EC, là? Maintenant, une année sur 2, tu as droit aux femelles, puis... Ben ça, c'est pas juste les EC, c'est selon les zones. Le principe de l'alternance, je suis d'accord. Okay. Parce que je trouve que c'est plus équitable que les tirages au sort. Les tirages au sort, souvent, il y a des gens qui envoient les permis. Beaucoup de... Ouais, mais ils envoient les permis de leurs femmes, les beaux-pères, etc. Ouais. Il y a de l'abus un peu là-dedans. L'alternance, j'aime. Je trouve ça... par contre, c'est pas parfait, mais comme je disais tantôt, je suis pas mieux placé pour donner une meilleure solution là-dessus. Là. Je pense plus que c'est... Il y a peut-être que les zones sont trop grandes pour les gestions, la façon qu'on fait. Exemple, je vais vous donner un exemple, la zone 28. La zone 28, les Monts-Valin. Moi, je guide la chasse à l'eau sur Mont-Valin. Je guide un peu l'orignal là aussi. C'est une réalité qui est vraiment différente des basses terres du lac Saint-Jean. En haut du lac Saint-Jean, là, on est dans la forêt mixte. Ouais. Mais dans la forêt mixte, il y a un petit peu plus de résineux, mais il y a beaucoup plus d'orignaux là qu'au Mont-Valin. Par contre, il y a une pression de chasse qui est plus forte. Mais il y a plus d'orignaux. Il y a des secteurs que les gens nous racontent, les observations, je fais des formations, puis c'est impressionnant le nombre d'orignaux qu'il peut y avoir là. Tu arrives au Mont-Valin, c'est une autre réalité. Ça divise par 2, c'est pas par 3 le nombre de bêtes. Mais créer plus de zones, plus d'analyses pour arriver avec des saisons, des dates de chasse, des limites de prise différentes,
Ça Ouais. crée beaucoup de demandes. C'est une grosse machine à faire virer, plus de personnel. C'est pour ça, je dis, je me mêlerai pas de ça, là, mais Ouais, je ouais, pense que c'est un beau projet. c'est à peu près comme le chevreuil. Des fois, au chevreuil, il faudra avoir 3 zones dans une même zone. Parce que d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, il peut y avoir des différences de densité incroyables. Ouais, effectivement. Puis, Charles, moi, je veux ton opinion sur quelque chose. Des fois, on fait pas de la grosse politique, mais des fois, on aime ça aller voir des opinions politiques avec la gestion et la manière qu'on s'en va. Moi, te le dis en bon français, on est-tu dans la merde ou on s'enligne dans la bonne voie, tu penses? Non, moi, je pense pas qu'on est dans la marde, pas pour l'Orignal. L'Orignal est vraiment très important au sein du public québécois, les politiciens aussi, parce que c'est l'emblème un peu du Québec. ouais, Euh, Où ce qu'il faut se questionner, c'est des fois au niveau de la. Ce qui se passe. Exemple, puis là, je vais faire une parenthèse au niveau du dossier autochtone. Des fois là, ça commence à brasser. Là. On a vu que la zone 17, elle avait été octroyée en droit exclusif maintenant aux Autochtones. Il y ouais, a plusieurs propriétaires de camps ou de chalets de chasse et pêche, des gens québécois qui ont perdu leur privilège d'aller à la chasse ou à la pêche. Les chiffres disent des choses, mais en réalité, il y a quand même pas mal d'utilisateurs. Ensuite, il y a eu la réserve faunique de la Vérandrie. La réserve faunique de Laurentides, il y a un petit peu de pression, on ressent de la pression. Je pense que ça va commencer à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un certain équilibre. Je ne veux pas vraiment pas juger ni les Autochtones, ni les Blancs à ce sens, parce que tout le monde au Québec, ben oui, tout les le monde a le droit de chasseurs, chasser, là. Ben oui. puis on veut chasser, c'est viscéral dans nous. Mais à un moment donné, il faut s'assurer la pérennité de l'espèce, puis qu'il y ait des ratios mâle-femelle relativement balancés pour qu'il y ait des naissances aux bonnes périodes, puis que les orignaux restent forts. Ça va être le défi. Le défi pour bien des régions, parce que si on prend l'exemple de la zone 1, la zone 2, dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, des ratios de 13% en mâle après chasse, c'est pas bon, c'est pas normal. Charlevoix, il y a beaucoup de pourvoiries, de micro-pourvoiries de petites et moyennes dimensions dans un secteur donné qui ont des ratios fortement déséquilibrés à cause de la chasse. La pression de chasse sur les mâles est extrême. Quand tu es rendu avec 10 femelles pour un mâle le 1er novembre, c'est vraiment pas sain. Ça, selon moi, Il c'est faut le qu'il grand travaille fort, défi. lui, là. Ouais. C'est le grand défi des gestionnaires dans l'avenir, dans les secteurs à haute et moyenne densité. Pour tout ce qui est des basses densités, c'est un petit peu plus facile. C'est basse densité ou moyenne densité, moins de pression de chasse. Donc, justement, l'alternance aux 2 ans ou peut-être aux 3 ans, c'est Ouais. quand même une bonne option. Là. Mais je voudrais pas avoir à tout dessiner ça. Là. C'est un méchant casse-tête. Là. Mais on n'est pas dans la merde. Ça, je suis convaincu que non. OK. Ok. Je vais donner un exemple de ça. Tu dis l'espèce de ratio débalancé, là, l'analyse de carte que tu as faite pour moi, là, cette petite place-là. Là. Nous autres, ça va commencer l'année prochaine, l'alternance mâle-femelle. Là, ça va être pas cette saison-ci, mais la Okay. prochaine, on va avoir droit à femelle pour la première année, sans le principe de tirage au sort. Tirage au sort auquel moi et mon partenaire, on gagne à peu près jamais parce qu'on met juste nos 2 permis et on n'en met pas d'autres. Qu'est-ce que je te dis? Ça fait qu'on gagne pas souvent. Euh, il y a une année où, dans nos 7 jours de chasse, on a vu 5 femelles. Puis, tu sais, là-bas où on est, tu sais, d'en voir un ou deux, c'est une grosse année de chasse. Là, tu sais, on a vu des orignaux, on a peut-être eu une shot. 5. Puis, écoute, il y en a une qui était tellement grosse, tellement vieille, que j'ai mis ma carabine puis le télescope dessus, puis je dis, Asti, il a perdu ses panaches. Ça se peut pas que ça soit gros de même. Puis là, mon partenaire était pas loin, on était comme sur une île, puis on s'était mis les 2 là. Puis, écoute, quand on est reparti le soir à pied, je m'en souviens, on se disait, mais voyons donc, ça vient gros comme ça, une femelle, tu sais, que ça a le temps de vieillir tant que ça. 0 boc, pas un ouf, pas rien, mais 5 femelles. Mais, question, Simon, penses-tu Oui, que c'était cinq femelles différentes? Ça, c'est très difficile. minimum 3 différents. Parce que t'as celle qu'on pensait que c'était un boc, parce que c'était, on s'est rendu compte que c'était une femelle quand on y a vu le V blanc en arrière, là. Mais il y en avait une petite, une très grosse, puis une autre qui avait l'air plus moyenne. Puis là, après ça, il y en avait peut-être. La grosse, on l'a vue juste une fois, là. Mais c'était peut-être, moi, je dis minimum 3 différents. OK. Parce qu'il faut faire attention dans nos observations. Tu sais,
pour les mêmes raisons qu'on a mentionnées précédemment, si tu passes juste 7 jours par année, il y a des aspects de l'orignal, des fois, qu'une personne connaît moins. Exemple, les femelles ont tendance à être un petit peu plus sédentaires que les mâles. Ils évoluent dans un domaine vital plus petit. Puis souvent, ça a l'air niaiseux, mais un chasseur peut tomber dans une talle où ils vivent plus de femelles, puis les mâles sont pas là. Puis les mâles vont passer durant la période de rut. Mais ça ne veut pas dire que dans cette réalité-là, le cheptel est si fortement débalancé. Ça se peut qu'il ait pogné une talle de femelles, puis qu'il ait tombé sur un cycle, parce que l'orignal utilise différents habitats dans son domaine vital pendant des cycles de 3 à 5 jours, puis il se promène là-dedans parce que c'est une proie. Mais si tu tombes sur un cycle d'une talle de femelles, ça vient en petits groupes, qu'il y en a 3-4 dans le coin avec un veau, là, tu as l'impression que c'est vraiment débalancé. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas débalancé dans ton coin. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tirer des conclusions. Oui, parce que moi, je le vois, parce que l'avantage de faire beaucoup de salines dans différentes zones. L'année passée, en 2021, j'avais 29 salines que j'avais faites dans différentes zones. Puis, des fois, on quantifie trop rapidement ou on tire des conclusions trop rapides. Fait que ça, c'est faire attention. C'est dans quelle zone déjà, ça? 26. Dans la zone 26, OK. À la tuque. À la tuque. À la tuque, c'est des équipes. Mais... Bon, non, mais en général, la zone 26 est débalancée. Ça doit être du 3 pour 1, 4 pour 1, je dirais, rapidement de même. Là. Ce qui n'est pas dramatique. C'est quand même. C'est loin d'être dramatique, même. Mais c'est sûr qu'il y aurait moyen d'avoir un 2 pour 1, puis ça serait bien correct, tant qu'à moi. Là. Mais je pense que ça, c'est rêve en couleur. Là. Ben, peut-être qu'avec, tu sais, comme là, ça va tomber une année sur 2 qu'on a droit à femelle, ça va peut-être aider. Ça va aider, c'est clair que ça va aider. Ça va aider, par contre, ça va créer un ralentissement sur la progression du cheptel. C'est pas compliqué. Les années permissives, ça bombarde, là. C'est solide. Là. Il y a des chasseurs, si tu regardes les statistiques d'achat de permis pour une zone précise, il y a des chasseurs qui ne chassent pas l'année que c'est pas permissif. Puis l'année d'après, ils achètent leur permis. Ah oui, il y en a plusieurs, là. Tu serais surpris. Oh oui. Oui, c'est pas compliqué. Les gens, il y a plusieurs raisons pourquoi les gens chassent, mais il y en a une qui est la viande. Puis le succès est beaucoup plus présent quand on a le droit à prélever les femelles. Il y a des gens qui achètent des permis seulement les années permissives. Les gens qui sont rendus à un stade qui se foutent un peu du panache. Eux autres qui veulent avoir des bonnes chances de succès. Puis, cette année-là, ils vont faire d'autres choses. J'aurais pas pensé ça parce que moi, ce qui m'accroche à la chasse, c'est les steaks. Je capote là-dessus. Ma blonde aime ça, les steaks. Les gars, ils mangent des steaks. Puis, tu sais, je me dis, je skipperai pas une année parce que si je suis pas dans le bois, que j'ai droit à femelle ou pas. T'en pas, c'est sûr. Tu sais, je veux dire. Puis là, je compterais pas de menterie, là. S'il sort un 60 pouces, c'est sûr que je tire dessus. Là. Je me dis pas, la viande sera pas bonne parce que c'est un gros boc. Je suis pas mieux qu'un autre. Là. S'il y a un trophée qui passe, je le ramasse. Là. Mais tu sais, je veux dire, ça me surprend. J'ai jamais entendu ça. Il y a du monde qui se fait des années. Il y en a plusieurs. Là. OK. Charles, j'en aurais une, moi, pour toi. Moi, justement, je suis dans le migrateur. Tu sais, fait œuvrant avec une bonne clientèle, des fois, je vois souvent les mêmes erreurs. Je suis sûr que toi, justement, dans ce qui est de l'orignal, ça serait quoi dans ta clientèle que tu vois ou les erreurs les plus communes que tu fais toujours et voilà, les mêmes petites erreurs de chasseurs qui reviennent? L'erreur de chasseur ou de personnes que je guide? Peu importe. Tu sais, mettons, comme je te dis, dans ta clientèle. Dans ta clientèle, les erreurs que le monde va faire, que tu vas voir arriver le plus souvent. L'erreur de chasseur la plus commune, c'est de marcher trop vite. Ceux qui font de la chasse en déplacement. S'il y a beaucoup de gens qui seraient mieux aujourd'hui, d'après moi, il y a la moitié de monde qui marche pour rien. C'est-à-dire qu'ils brûlent leur place à eux autres ou qui brûlent la place pour les suivants. Ces gens-là feraient mieux de faire de l'affût, bien positionné, plutôt que de mal marcher leur terrain. Parce que les gens, depuis 25 ans, avec les nombreuses bonnes formations qu'on a eues de différents formateurs, c'est plus performant chasser en se déplaçant. Mais aujourd'hui, il faut être beaucoup plus précis et efficace dans notre façon de faire. Il faut jouer notre rôle beaucoup plus fortement qu'avant. Puis si tu le fais pas, tout ce que tu trouves, c'est des signes chauds. Les gens, c'est ça que je remarque beaucoup dans les dernières années. Puis ça se multiplie à chaque année. On dirait qu'on en voit de plus en plus. Là. OK. All right. Les gars, on approche, on dépasse 1 heure.
Oui, malheureusement, c'est ça, je Marcelo, je m'attendais t'avais. à ce que tu me coupes. J'aurais une petite question comme en finissant, là, que je trouve qui rappe bien. Ça serait, si tu avais là, une chasse à l'orignal qui t'avait marqué, là, tu sais, une qui, dans toutes tes années de guidage, de chasse personnelle, etc., qui te revient toujours en tête, peux-tu nous raconter cette chasse-là? Certainement. C'est un bas que j'ai fait prélever à un ami et client qui était aussi mon patron dans le temps, dans un Faunique de Matane en 2007. Chasse à l'arbalète. Sur l'heure du dîner, on était allé fouiller pour trouver des traces chaudes, des pistes fraîches. On est allé virer dans le fond d'un bûcher dans une vallée, là, puis il y avait un fond d'épinette noire avec du cèdre là-dedans. Il était 11h15, je crois. Puis j'ai collé avec des appels de femelles non réceptives pour essayer de faire réagir, voir s'il y avait de quoi qui se passait dans le coin, puis il s'est mis à répondre un mâle dans le trou en bas. On est allé dessus, puis je l'ai fait sortir à 9 pieds de mon tireur. Puis moi, j'étais positionné à 20 mètres de lui, environ 20 mètres de l'orignal. Quand il est sorti, c'était magique parce que mon tireur s'était mis à genoux dans un petit trou, une petite dénivellation. Je l'ai placé là, je lui ai dit, même qu'il passe dans la ligne de tir qu'il y avait en avant, un couloir entre des arbres. J'ai dit, tu vas l'arrêter, puis tu le tireras. Mais quand j'ai collé pour l'arrêter, il a viré vers nous autres à la place. Puis quand il s'est arrêté à 9 pieds de lui, complètement Wow. dégagé dans l'entrée du bûcher, une régénération peut-être de 4 ans, là, de la repose de 4 pieds. Il était sur un buton à peu près 3 pieds plus haut que lui. Fait qu'il y avait une distance. Lui, un chasseur était comme ça par rapport à l'ornial, à 9 pieds. Puis, il ne voyait même pas dans le télescope tellement qu'il était proche. Une arbalète, Hey, un télescope de Ah base, c'est oui, des non, 4X, bien sûr. Puis là, il a été obligé de regarder à la pointe de la flèche pour l'enligner. Puis moi, j'observais tout ça. Puis entre le moment du clac de l'arbalète puis que l'orignal a encaissé la flèche, il n'y a pas eu de délai, là. Mais sur un soleil de midi, c'était tellement beau. C'est à partir de ce moment-là, j'ai dit là, je vais arrêter de niaiser, je vais m'acheter une caméra vidéo, puis je vais y filmer mes chasses, là, parce que c'est la scène de ma vie, là, tu sais, qui est là, là. C'était magique. Puis en plus, là, l'orignal piqué en plein cœur. Il a fait 4-5 joncs, j'ai collé, il a arrêté. Puis il m'a regardé pendant 2 minutes à, je vous dirais, 30 mètres de moi. Il me regardait de côté. Il avait un regard agressif. Puis il ne comprenait pas ce qui se passait. On voyait les plumes dépasser exactement au bon endroit. Là. Ça, c'est la scène que j'aimerais revivre et filmer aujourd'hui. Là. t'imagines Simon à 9 pieds, mais au-dessus, ça doit être un mur d'orignal. Ah, Tu comprends? ouais. Ah, c'était un gros bœuf, un panache juste 48 pouces de large, mais des palettes incroyables. Juste 48 pouces. Wow. Un animal Juste 48. Ouais, mais tu sais, des fois, on entend souvent le mot 50, 55, mais la largeur, c'est une mesure seulement. Il y a la hauteur des palettes, Ouais, le ouais. diamètre des merins, le nombre de points. C'était un animal très lourd. Il faisait en quartier, si ma mémoire est bonne, 870 Wow. livres. Fait que c'était une belle bête, là. Ça fait du steak. Quand même. Ouais, Quand ouais, même. beaucoup de Sharp. steak. Sure. Ouais. Quand même. Simon, malheureusement, écoute, moi, ça a été le podcast, je pense. On est rendu à notre 2e saison. On a eu une super de belle Ouais. gamme d'invités. Je pense que ça a été. Je vais y donner. Je vais y donner à notre invité le podcast qu'au lieu de parler, poser des questions, chose que j'ai fait, j'étais dans l'auditoire, moi, avec. J'étais dans l'auditoire, je l'écoute parler, Il a il est fallu malade. que je me ramène, puis ouais, moi aussi. Il est Hey, malade. En finissant, pour ceux qui nous ont écoutés, puis là, j'ai fait exprès de ne pas en parler au début du podcast, parce que je voulais que ce soit juste ceux qui l'écoutent jusqu'à la fin, parce qu'ils trippent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, vous m'écrivez, puis merci, first. Je vais faire tirer, c'est pas grand-chose, là, mais une tuque. Là, on la voit-tu comme faut? Les Oui, tuques oui, Québec on l'a. Hunter avec la patch en cuir qui sont super belles. C'est simple. Quand le podcast va sortir, vous avez 2 semaines, 14 jours pour m'écrire sur Québec Hunter sur Instagram. Puis la question à laquelle il faut répondre, c'est à quelle université Charles n'est pas allé. OK? C'est simple de même. Malade. C'est Puis, bon. puis je vais faire comme d'habitude, là, de tous ceux qui vont nous avoir, qui vont m'avoir écrit, ben, je vais tout vous donner un numéro, puis je fais tirer un numéro au hasard avec mon application. Puis ben, je vous enverrai la belle tuque Québec Hunter. Fait que Charles, un gros merci. Ah, ben, ça m'a fait plaisir. Une bonne automne. Oui, Ouais. oui, ça repart On vendredi. te souhaite pas mal le gros succès. Ouais. Merci.
Puis un petit teaser, les amis, on va avoir la chance d'avoir Charles pour un deuxième podcast où il va nous parler de la chasse qu'il voudrait garder toute sa vie. Maintenant, aujourd'hui, le chevreuil. Fait que restez à l'affût, là, ça sortira prochainement dans les prochaines semaines ou mois. Il me faut dans mon masculin puis mon singulier. Bon, pas grave. Fait que, that's it. Merci beaucoup, puis je vous dis à la prochaine, messieurs. Ciao. Un gros merci, Charles. Bonne saison. Merci. Bye bye.